Bonjour à tous, merci d'être venus à cette présentation sur Stable Diffusion. L'objectif d'aujourd'hui, c'est pas forcément de vous faire un cours magistral de 4 heures sur comment ça marche une IA et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à Stable Diffusion. Ça va être plutôt de vous présenter le concept dans son ensemble, ce qu'on peut faire avec, même si après il y aura une petite partie quand même pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Comment va se dérouler cette présentation? On va commencer donc par expliquer ce qu'est Stable Diffusion, ce qu'on peut faire avec, de quoi on a besoin pour la mettre en place sur son ordinateur. Il y aura une partie démo où je vous montrerai son utilisation via une des IHM qui sont disponibles. Et ensuite, on aura plutôt une partie comment ça marche à l'intérieur, comment ça a été entraîné et comment est-ce que ça génère des images proprement. Petite précision avant de commencer, toutes les images que vous verrez dans la présentation qui ne sont pas des schémas ou des logos ont été évidemment générées via Stable Diffusion. Donc dans un premier temps, Stable Diffusion, c'est quoi? Stable Diffusion, c'est un modèle de deep learning, qu'on appelle aussi IA en ce moment, qui permet de générer des images. C'est à peu près sa seule fonction. Sa première version est sortie en août 2022. Alors elle était en développement depuis longtemps, mais la première version stable est sortie en août 2022. Et depuis, elle n'a pas arrêté de croître, de gagner en précision, de gagner en capacité, à tel point qu'elle a fini par devenir une alternative convenable à DALL-E par exemple, pour ceux qui connaissent plutôt la partie OpenAI, à Midjourney et autres. Elle a fini, avec les améliorations de notamment DALL-E, Midjourney, etc., par prendre un peu de retard en termes de précision et de capacité, mais en juin 2023, ceux qui s'occupent du développement, qui s'appelle Stability.ai, ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle SDXL, donc Stable Diffusion extra large en gros, qui promet de rattraper, on va dire, tout ce retard, voire même de dépasser les modèles actuels. Je vous laisserai vous faire un avis. Qu'est-ce que je peux faire avec Stable Diffusion? Alors, dans ce que je vais citer, vous allez retrouver beaucoup de choses que peuvent faire d'autres IA, on va dire, de génération d'images, étant donné que à partir du moment où on peut générer des images, il y a pas mal de choses qu'on peut faire de base, pas forcément besoin d'avoir une IA en particulier pour le faire. On peut faire du texte to image, donc on va fournir ce qu'on appelle un prompt, pour ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT, ils doivent connaître. On va choisir un texte pour expliquer à l'IA ce qu'on attend d'elle dans l'image. Donc là par exemple, l'image que vous voyez là, j'ai juste tapé a man standing in front of a mountain, donc un homme se tenant devant une montagne, et elle m'a généré ça. Derrière, on peut faire du image to image, donc en plus du texte, on peut lui rajouter une image de base et lui dire plutôt de comment la modifier. Donc j'ai repris cette même image et je lui ai rajouté que je voulais une peinture qui représentait la même chose. Il m'a donné ça. Donc il modifie l'image existante pour réadapter par rapport à ce que je lui demande de nouveau. On peut aussi lui demander de zoom out. Donc on prend une image et on lui demande d'imaginer le contexte, donc ce qui se passe à côté des bords de l'image classique. Et ça donne ça. C'est la même image au centre, et ensuite il imagine ce qu'il y a pu y avoir à côté. On peut aussi faire de l'inpainting, donc on prend une image de base, on en retire des bouts, et on lui dit comment les remplir. C'est avec ça qu'on obtient des choses comme par exemple... Oh pardon, j'en ai oublié un avant. Le doodle to image. Le doodle to image, c'est le même principe qu'avant, ça va permettre de dessiner quelque chose à peu près comme on peut. Vous voyez mes super skill paint par exemple. Et à partir de là, générer une image en conséquence. Donc j'ai donné ce dessin-là, il m'a donné cette image-là en retour. Et toujours avec le même prompt, a man standing in front of a mountain. Ensuite, comme je le disais, on a la partie inpainting qui modifie des morceaux d'image. Je m'en suis servi pour, par exemple, faire Yaniv en Indiana Jones. Donc là, par exemple, on a simplement à garder le visage de Yaniv, virer tout le reste, dire que c'est Indiana Jones, et voilà. Et on a aussi Pierre-Marie en cosmonaute, sur le même principe. Pas mal de plugins sont disponibles, pas forcément directement pour l'IA, mais pour les IHM qu'on verra après, qui permettent d'améliorer ses capacités ou d'en fournir des nouvelles. Je pense notamment à certaines qui permettent de générer des vidéos directement. Il y en a qui permettent de modifier la posture d'un personnage, donc on lui file un personnage, on modifie un squelette en 3D, et il va... l'image, etc., etc.
Et surtout, et ça c'est un avantage conséquent par rapport à des IA plus propriétaires comme Midjourney, c'est qu'on va pouvoir entraîner nos modèles à nous. C'est un modèle open source, on y a accès, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller fine-tune un modèle existant avec des nouvelles images. Je pense par exemple si on prenait une version de Stable Diffusion qui génère particulièrement du design d'intérieur, donc qui sait faire des très belles vues 3D de bâtiments. Si on l'entraîne avec suffisamment d'images de nos locaux, on va avoir une IA qui sait parfaitement reproduire nos locaux dans tous les angles possibles, etc., etc. Donc ça aussi c'est très pratique parce que ça permet d'avoir des IA plus personnelles qui vont s'adapter exactement à nos besoins. Donc maintenant qu'on sait à peu près ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'on commence? Donc pour l'instant, en premier, vous avez besoin d'un ordinateur. Ça c'est à peu près évident. Il vous faut soit un Linux, soit un Windows. Il n'y a pas forcément de préférence là-dessus, pas forcément des énormes différences de perf non plus. Vous pouvez avoir une carte graphique AMD ou une carte graphique Nvidia. Là, on commence à pas être tous égaux face à l'IA, malheureusement, en tout cas aux IHM qui exploitent Stable Diffusion, que globalement, les gens qui ont des Nvidia sont favorisés. Il y a plus de compatibilité, il y a des meilleures performances, en tout cas sur Windows. Ceux qui sont sur AMD vont avoir plus de mal à faire ça sur Windows. Sur Linux, c'est globalement pareil pour les deux. Voilà. Et enfin, en termes de capacité, n'importe quel graphique peut à peu près suffire. C'est juste que plus votre carte graphique est lente, plus la génération sera lente. Mais les gens de Stability AI eux-mêmes recommandent 8 Go de mémoire vidéo. Mais j'ai déjà fait des tests avec mon ordinateur du boulot qui lui a 4, beaucoup moins, et ça le fait à peu près. Mais il faut quand même une carte graphique un minimum moderne. Je précise ici aussi que, vu qu'on a à peu près qu'1 heure, je ne pourrai pas vous montrer tout le processus d'installation. Il y a des IHM, on le verra après, qui sont plus simples à installer que d'autres, mais là j'ai déjà installé ça sur l'ordinateur, je ne vous remontrerai pas tout ce processus-là. Une fois qu'on a notre ordi, il nous faut, comme je le disais, une interface. Il y en a beaucoup de différentes qui permettent différentes choses, qui sont plus ou moins faciles d'utilisation, plus ou moins paramétrables. Ouais. Vous n'avez pas forcément besoin d'une interface, vous pouvez aussi le faire à la main, mais dans ce cas il vous faudra beaucoup de motivation puisqu'il va falloir faire tous les scripts Python qui permettent d'appeler les bonnes choses, paramétrer et tout. Ça reste beaucoup plus simple de le faire avec un outil existant. Il va vous falloir un modèle. Alors pourquoi un modèle, étant donné que je viens de parler de Stable Diffusion? C'est parce qu'en fait Stable Diffusion est un modèle de base. Derrière, beaucoup de gens se servent de ce modèle de base pour entraîner de nouveaux modèles qui sont des espèces d'enfants de Stable Diffusion, qui vont être spécialisés dans des choses, générer des gens, générer des animaux, générer des paysages, etc., etc. Et enfin, il vous faut, comme je le disais, un prompt, donc un texte qui va expliquer à l'IA ce qu'on attend d'elle. Les interfaces graphiques, c'est la première partie de ce que je mentionnais. Il y en a pas mal, globalement. C'est un sujet en effervescence et qui est assez jeune, donc beaucoup de gens commencent à utiliser un outil, lui trouvent quelques défauts, se disent bon bah tant pis, je vais en faire un autre, et un autre, et un autre, et donc il y a pas mal de petites interfaces qui naissent régulièrement, mais certaines deviennent de plus en plus populaires. On en a des locales, donc pour faire ça sur son PC, on en a aussi des en ligne, parce qu'à l'instar de DALL-E et autres, il y a aussi des services qui proposent des générations d'images via Stable Diffusion. Je vais évidemment pas forcément me concentrer sur celles-là, vu que celles-ci sont aussi payantes, parce que forcément il faut bien payer la puissance de calcul. Là l'idée c'est plutôt de vous montrer la partie locale. Il y en a beaucoup, j'en ai choisi quelques-unes plutôt populaires. On a une AI qui est selon moi le meilleur compromis entre paramétrabilité et simplicité, c'est celle que je vous montrerai pendant la démo. On a A111 qui est une des premières à être vraiment devenue populaire, et un peu plus brute de décoffrage, mais plus simple, plus de paramètres sont disponibles. On a l'extrême, on a aussi l'extrême côté Comfy UI qui pour le coup abandonne complètement la partie simplicité pour laisser libre cours à ce que vous voulez en termes de workflow, de paramétrage, etc. Mais du coup avec une learning curve particulièrement importante parce que pas du tout fait pour des néophytes. Et j'ai mentionné simplement ClipDrop qui est une des IHM en ligne qu'on peut trouver. Ils ont une version gratuite si vous voulez tester, 100 images par jour je crois. Donc vous pouvez aussi aller voir là-dessus si vous ne voulez pas tout installer. Il y a un certain nombre de fonctionnalités
qui ne sont pas dans certaines IHM, parce qu'au final, c'est plutôt tout ce que je vous ai mentionné précédemment, le zoom out, l'inpainting et tout, c'est pas des fonctionnalités propres à l'IA. L'IA, tout ce qu'elle sait faire, c'est générer des images. Quelle que soit la manière de le faire, à la fin, elle génère des images. Toutes ces fonctionnalités-là, c'est des choses qui vont être rajoutées sous forme de plugins ou de fonctionnalités dans les IHM. Et donc, bah, meilleure est l'IHM, plus elle aura de possibilités à partir de la même IA. Une fois qu'on a une interface graphique, il va falloir choisir une version de Stable Diffusion. Stable Diffusion, il y en a 3 principales en fait. Il y a la version 1.5, qui est la plus populaire actuellement, même si c'est en train de changer, j'y reviendrai, qui est la toute première en fait à être sortie. Elle a été entraînée, on va pas dire à l'arrache, mais avec pas mal d'images, sans vraiment de check sur les copyrights, sur les droits des gens, avec beaucoup d'images d'acteurs par exemple, image que possible pour entraîner cette IA là. Et c'est aussi pour ça malheureusement qu'elle est très populaire, c'est que du coup les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient générer des images très précises de Barack Obama, de Donald Trump, etc. C'est rigolo, donc on garde ça. La V2 a été entraînée avec des meilleures données, en checkant pour le coup les copyrights, donc beaucoup plus simple en termes de problèmes juridiques, mais vu que dans ces images il manquait des gens connus, il manquait pas mal de choses et que ça a été plutôt aseptisé, il y a pas mal de gens qui restent sur la 1.5 pour pouvoir générer un peu plus ce qu'ils veulent. Ils ont l'impression en fait d'être bridés avec la V2. La SDXL, c'est la toute dernière qui est sortie en juin 2023, qui est censée concurrencer Midjourney, DALL-E et autres, qui est globalement bien meilleure, tellement mieux en fait que l'objectif c'est de mettre tout le monde d'accord et que même les puristes on va dire de la V1.5 vont passer sur SDXL tellement le gap est grand. Une fois qu'on a notre version, on va trouver des modèles. Donc on va chercher des modèles qui vont dériver de ces versions. On peut prendre les versions de base, mais on le verra après, les versions de base sont pas très bonnes pour générer des images très précises. Parce qu'en fait, elles savent un peu tout faire, mais du coup, pas très bien faire un sujet en particulier. Donc il va plutôt falloir trouver des modèles spécialisés. Pour ça, on a 2 endroits. On a principalement Hugging Face, qui est là où on va trouver les modèles de base. Là, on va trouver pas mal d'autres modèles entraînés par la communauté. Le problème de Hugging Face, c'est qu'à la base, c'est un site qui est fait pour héberger tout un tas d'IA, pas que des IA génératives d'images. On va avoir des IA de classification, on va avoir des language models, on va avoir un peu de tout. Ce qui fait que c'est pas vraiment adapté à quelque chose qui héberge des images. On va pas avoir des previews de ce que vous pouvez générer avec, etc., etc. Le deuxième, c'est Civit.ai. Civit.ai, c'est beaucoup plus indiqué là-dessus. On va avoir des thumbnails de ce qu'on peut générer, de ce qui a déjà été généré avec tel ou tel modèle, des posts de la communauté, etc., etc. C'est beaucoup plus orienté Stable Diffusion du coup. Mais point d'attention quand même si certains doivent s'en douter, à partir du moment où les gens sur internet se sont rendus compte qu'ils pouvaient générer des images de ce qu'ils voulaient, ils se sont particulièrement orientés dans certains domaines, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je recommande tout particulièrement sur Civit.ai de laisser le filtre Not Safe for Work activé pour pouvoir naviguer dedans correctement sans avoir un peu trop de corps dénudés, disons. Sur ces 2 plateformes-là, on va trouver différents types de modèles. On a les checkpoints, qui sont les modèles principaux. C'est les dérivés directs de Stable Diffusion. C'est eux qu'on va utiliser pour générer telle ou telle image. On a les LoRa ou les Hyper Network qui vont être des espèces de sous-modèles, des plugins qu'on va rajouter à un modèle existant pour le modifier légèrement, pour expliquer un nouveau concept à l'IA. Par exemple, si jamais, je vous montrerai après, j'en ai téléchargé un par exemple, qui permet d'afficher un paysage dans un anneau en vert. Donc on explique le concept d'afficher un paysage dans un anneau en vert à l'IA, on le rajoute à un modèle existant, et ensuite on peut modifier l'image telle qu'on l'entend. On peut par exemple lui expliquer ce que c'est une statue en marbre, et en rajoutant ce petit plugin là, générer un portrait de quelqu'un mais sous la forme d'une statue en marbre, etc., etc. Ça va être plutôt pour rajouter des concepts inconnus à l'IA pour un petit peu fine-tune ce qui nous intéresse. Et on a les embeddings qui sont une version moins permissive des LoRa, plus petite encore, mais plus simple à installer, qui vont simplement rajouter des mots de vocabulaire. C'est-à-dire pas transformer toute l'image, mais simplement dire à l'IA, je sais pas, vous êtes fan de je sais pas quelle chaise Ikea, lui expliquer très précisément à quoi ressemble cette chaise Ikea pour pouvoir l'inclure dans vos images, etc., etc. Voilà. Et dernière étape, une fois qu'on a tout ça, il faut un prompt.
Ceux qui sont habitués des prompts de ChatGPT, c'est pas exactement la même chose, dans le sens où même si il y a un language model qui va interpréter ce que vous dites, il faut éviter tout ce qui est mots de liaison, il faut éviter le I want you to do this, etc. Aller à l'essentiel, mots-clés simples en anglais. Par exemple, pour l'image précédente, a man standing in front of a mountain. C'est pas I want you to draw something, etc. Allez au plus simple. Pensez aussi à rajouter des évidences. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça peut vous paraître évident que si vous demandez le portrait de quelqu'un, vous voulez qu'il ait 2 bras, qu'il ait 2 jambes, etc. etc. Mais l'IA, selon comment elle a été entraînée, n'est pas forcément au courant de ça. Et donc ça peut être intéressant de lui dire spécifiquement, par exemple, je veux que tu dessines une image réaliste, je veux que tu en dessines une qui ne soit pas floue. Tous les personnages doivent avoir 2 yeux, un visage normal, etc., etc., pour éviter qu'ils partent un peu trop en vrille et qu'ils fassent un peu n'importe quoi. On va aussi inclure un negative prompt, ça s'appelle, c'est un deuxième prompt juste en dessous qui dit à l'IA exactement ce qu'on ne veut pas. Si on génère par exemple un personnage et qu'on veut surtout pas qu'il se trouve, je sais pas, dans une ville, et ben on va mettre city dans le negative prompt pour s'assurer que dans l'image, il n'y aura pas de ville, etc., etc., pour encore une fois un peu mieux paramétrer la génération. Ensuite, on va jouer avec les différents paramètres. Alors, je vous rassure, les paramètres par défaut fonctionnent très bien. Là, ouais. Arriver à paramétrer exactement ce qu'on veut pour la génération. Et surtout, malheureusement, c'est réessayer. Réessayer beaucoup, 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 parce que c'est quelque chose, on va dire, qu'on acquiert avec l'expérience, arriver à savoir exactement comment faire à l'IA exactement ce qu'on veut. Voilà. On m'entend pas? Oui, c'est bon. Je vais passer à la démo. On va essayer de donner le micro à Yacine pour... Là, c'est bon? Ouais. Ce que vous voyez là, c'est Invoke AI. Donc c'est la première IHM dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est aussi la plus simple à installer. Si vous allez sur le repo GitHub qui correspond, en fait, il y a dans la plupart des cas un script à lancer. Et une fois que le script s'est exécuté, vous avez Invoke AI avec Stable Diffusion téléchargé, tout installé. Il y a des paramétrages que vous pouvez faire bouger, etc. Mais de base, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas le cas pour toutes les IHM. À quoi ça ressemble ça? Donc en fait, là je suis sur la première partie qui est la partie text to image, qui est la partie la plus simple. Ici, on a le bouton Invoke, qui va permettre de lancer la génération. Ici, on a le prompt dont je parlais tout à l'heure, et le negative prompt. Pour l'instant, on va ignorer cette partie-là. Je vais commencer par... je sais pas si quelqu'un a des idées dans l'assistance. Broken microphone. Hop. Tac, tac, tac. Invoke. Donc maintenant, pendant qu'elle génère, ça devrait être assez rapide, puisque cette présentation est sponsorisée par le PC d'Yacine, qui est bien meilleur que le mien, donc beaucoup plus rapide. Je pense pas qu'il ait compris l'idée d'un un peu raté. Là, par exemple, elle fait un peu n'importe quoi, donc il va falloir commencer à lui expliquer exactement ce qu'on attend, parce que évidemment, la première génération est un petit peu foirée. Typiquement, il n'est pas du tout cassé, et en plus, il y a différents... Enfin, il y a un... Je sais pas comment ça s'appelle, il y a une extrémité en trop, etc., etc. Donc en fait, derrière, il va falloir itérer. Alors je vais peut-être pas me lancer là-dedans, parce que ça se trouve, on va y passer une demi-heure. Mais l'idée, c'est à peu près ça. Vu qu'il a généré très vite, j'ai pas eu le temps de vous expliquer ce que c'était en dessous, en fait. Ici, globalement, on va pouvoir générer un certain nombre d'images, donc générer 4 à la fois, etc. Le nombre de steps, c'est le nombre d'itérations, on va dire, que le modèle va faire pour essayer de générer une image de mieux en mieux. Globalement, plus il y a d'itérations, plus vous avez de chances que l'image soit exactement ce que vous attendez, mais ça prend évidemment beaucoup plus de temps aussi. La scale, même si là je ne m'étendrai pas trop dessus, c'est à quel point l'IA vous écoute. Plus c'est proche de 0, plus on lui laisse libre cours à son imagination, si on peut dire ça, et plus ça se rapproche des 50 à peu près, plus elle va essayer de se conformer exactement à ce que vous avez dit.
Ici, on peut choisir le modèle, donc j'en ai téléchargé plusieurs, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est différentes itérations de Stable Diffusion. Donc ici, on a Dream Shaper, Open Journey, enfin, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais globalement, on peut avoir autant de modèles qu'on veut et changer autant de fois qu'on veut. Attends, je vais passer sur celui-là. Le scheduler, on en parlera un petit peu plus dans la partie comment ça marche, donc je ne vais pas vraiment préciser là-dessus. Sachez simplement qu'il y en a beaucoup et que c'est du retry, il faut essayer différents paramètres pour voir ce qui marche le mieux pour ce qu'on veut. Pareil pour la partie VAE et précision, ça je ne vais pas le mentionner ici, ce sera plutôt pour la partie fonctionnement interne. Ici on peut choisir la taille en fait de notre image. Sachez que meilleure sera votre carte graphique, en tout cas plus grande sera votre mémoire vidéo, plus grandes seront les images que vous pourrez générer. Par exemple sur le petit PC avec 4 Go de VRAM que j'ai là, j'ai pas pu dépasser les 350 par 350. Parce que sinon derrière tout crache et voilà. Donc sachez quand même que ça reste coûteux de générer des images, mais après, même si là on n'aura pas le temps d'aborder ça, on peut aussi passer par d'autres IA pour upscale cette image, donc agrandir artificiellement la définition via IA pour obtenir des images avec les tailles qu'on veut. Là aussi, je ne vais pas forcément m'étendre sur les différentes possibilités, je vais simplement parler de la partie LoRa, puisque c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si par exemple, je mets a wild landscape with forest and hills. Donc pour l'instant, je lui demande rien d'autre, simplement un paysage avec des forêts et des collines. Et pendant qu'il est en train de faire sa génération, j'ai changé le paramétrage. Donc voilà, donc là je me retrouve avec un paysage un petit peu nordique, on va dire, avec des collines et des forêts dessus. Mais maintenant, si je rajoute le LoRa dont je parlais tout à l'heure, qui permet de mettre ce paysage dans un anneau, donc là je viens de le rajouter ici, si je lui rajoute le mot-clé qui correspond au plugin, donc Ring, et que je refais un invoke, commencez à voir quelque chose se dessiner au centre, normalement, voilà. Voilà. Et là, du coup, il m'a mis des arbres, des collines, etc. dans un anneau. Et si j'avais voulu, par exemple, il y en a d'autres, si jamais je passe sur quelque chose qui lui explique ce qu'est une scène dessinée à l'encre, et qu'à la place de Ring, je mets Ink. On va normalement se retrouver avec à peu près la même chose, mais dessinée à l'encre sous forme de dessin en fait. Voilà, etc., etc. Donc ça va permettre d'altérer la génération pour lui faire un peu plus ce qu'on veut. Pour la suite, je vais simplement générer un personnage, pouvoir permettre la démo suivante. Donc on va dire, je sais pas, photo réalistique portrait of developer. Tac. Par exemple. On va rien toucher d'autre. On va quand même enlever la partie à l'encre parce que on n'a pas vraiment envie d'avoir ça. Et ça va commencer la génération. Là, ça prend un peu plus de temps parce que je lui ai fait changer de modèle, donc il lui faut le temps de changer le modèle en mémoire. Ça ressemble un peu trop à moi, ça fait peur. Et voilà. Bon, admettons. Derrière, il faudrait typiquement que, là par exemple, il a des yeux un petit peu trop gros, donc il faudrait que je lui mette dans le négatif, d'enlever ça. Il a le menton et le cou qui sont un peu trop soudés, donc je pourrais aussi... Enfin, derrière, en fait, c'est partir d'une image de base et ensuite affiner en ajoutant des choses dans le négatif prompt. Par exemple, si jamais j'ai surtout pas envie qu'il ait des cheveux noirs, je peux mettre black hairs. Je relance. Bon là il me l'a fait chauve, oui ça se tient. Non mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est une manière de s'en sortir. Voilà. En vrai je vais garder celui-là, il est pas mal. Dans la partie image to image, en fait on va prendre une image de base, donc on va reprendre notre super développeur, et on va demander à l'IA de le modifier. Donc alors je sais pas, of développeur, si je rajoute
open space in the background. Voilà, il devrait rajouter un open space derrière lui. Pour la partie image to image, on a un paramètre en plus qui s'appelle la denoising strength. C'est à quel point on accepte que notre image soit transformée. Plus on est proche de 1, plus il va remplacer des morceaux de l'image. Donc là, pour éviter qu'il change trop de choses, on va le mettre vers 0,65 à peu près. Et je vais faire invoke. Il lui a rajouté les cheveux, c'est super. Oui, il y a un espace ouvert derrière lui techniquement. Il faudrait typiquement là encore un petit peu affiner. Mais donc là, il a pris l'image de base, puisqu'au final ils sont plutôt ressemblants, il y a à peu près les mêmes lunettes, etc. Mais il l'a adapté selon ce qu'on lui a demandé en plus. Et là par exemple, il lui a rajouté des cheveux, parce que j'avais pas explicitement spécifié que je voulais quelqu'un de chauve. Si j'avais rajouté chauve, il l'aurait gardé chauve, etc., etc. Ensuite, on a cette partie-là qui est pour la partie in-painting. La partie in-painting, je l'avais dit, c'était pour rajouter des éléments à un morceau d'image. Donc on va reprendre notre super développeur. Et bah, par exemple, on va essayer de lui ajouter des cheveux. Donc on va, autant pour moi, donc là on a notre image de base, on lui rajoute un masque. On va simplement gommer la partie qui nous intéresse. Tac. Et alors on va enlever la partie black hairs. Et ici on va mettre, je sais pas, est-ce que quelqu'un a une idée de coupe en tête? Une afro. Alors comment ça... Bah, afro. Haircut. En espérant qu'il sache ce qu'est une afro. Parce que sinon, typiquement, pour avoir une afro parfaite, on pourrait rajouter un Laura, parce que je sais que ça existe, qui rajoute des styles de cheveux, etc. pour lui expliquer exactement ce qu'est une afro. On va essayer. Donc on va invoke. Et là, en fait, il va régénérer uniquement la partie qui nous intéresse. C'est pas terrible, de ce que je vois pour l'instant. Limite raciste. Hein, mais voilà, on va dire qu'au moins il lui a rajouté les cheveux à peu près bouclés. Mais oui, là, typiquement, il faudrait rajouter un Laura qui explique exactement ce qu'est ouais, LORA. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moyen, enfin c'est des petits plugins que tu peux rajouter à ton modèle pour influer sur la manière dont est générée l'image, ou lui expliquer des nouveaux concepts. Typiquement, tu peux rajouter un plugin qui explique exactement à l'IA ce qu'est une coupe afro. Et donc il saura faire une coupe afro. Et là, typiquement, il ne sait pas, manifestement, ce qu'est une coupe afro. Voilà. La dernière partie, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est née, qui est un peu piquée justement à ComfyUI. C'est un moyen de paramétrer entièrement via un système de... pour ceux qui ont déjà fait du Unity ou du Unreal Engine, un système de boîtes qu'on peut relier avec des fils, etc. pour gérer entièrement tout le workflow de Stable Diffusion dans son fonctionnement. Je sais pas m'en servir, simplement, donc je ne pourrais pas vous en parler, mais c'est ce qui permet la meilleure configuration possible. Je vais arrêter la démo là, s'il nous reste du temps à la fin, évidemment, on pourra essayer des trucs plus rigolos. On verra ça après. Donc je vais revenir sur la présentation. Voilà. Pour parler un peu plus sur une partie, comment ça marche derrière. L'objectif de cette partie-là, c'est, comme je l'avais dit, pas de vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Je vais généraliser beaucoup de choses parce que ce serait beaucoup trop long sinon. Mais l'idée, c'est de vous donner une idée générale de comment ça peut fonctionner. Donc avant de savoir comment a été entraîné Stable Diffusion, il faut savoir globalement comment on entraîne un modèle, donc modèle de deep learning. Pour ça, le fonctionnement général est assez simple. On a besoin d'un dataset, donc d'un ensemble de données, d'une loss function, j'y reviendrai, et de pas mal de temps. L'idée, c'est qu'on va commencer par initialiser des paramètres aléatoires, des milliers et des milliers de paramètres qui vont être les paramètres d'une fonction mathématique. Pour ceux qui voient ce que c'est par exemple une fonction polynomiale, on a ax carré plus bx plus c, a, b, c sont des paramètres. Là dans notre cas, la fonction c'est pas une fonction polynomiale, mais c'est le même principe. On va avoir des dizaines, des millions, pas des dizaines de millions, des millions de paramètres différents pour gérer une fonction mathématique. Et au début, elle est entièrement aléatoire. On va essayer de calculer la loss function. La loss function, c'est à quel point est-ce qu'on s'éloigne de la réalité
par rapport à nos données qu'on attend en résultat. Par exemple, si jamais j'ai un modèle qui est censé prédire de quel côté va tomber une pièce, même si là c'est pas très intéressant, on va avoir un jeu de données qui va servir à entraîner notre modèle et un jeu de données qui va servir à vérifier. Donc on va avoir, voilà, j'ai lancé 14 fois la pièce, ça fait ça, ça, ça. Avec ce petit bout-là, vérifie que ton modèle que tu es en train d'entraîner est juste ou pas. Et ensuite, on va avoir un ratio, etc. Cette fonction, cette loss function, donc c'est une fonction mathématique, une autre, mais qui nous donne à quel point on est éloigné de la réalité. Donc, pour ceux qui se rappellent de leur cours de lycée, si on dérive cette fonction, on sait à quelle vitesse, entre guillemets, elle accélère selon certains paramètres. Et donc, à partir de là, on va pouvoir en déduire que, avec cette dérivée-là, on va pouvoir savoir que si tel paramètre, on le fait bouger vers le haut, enfin, si on l'augmente, on s'approche un peu plus de la réalité. Et celui-là, si on le descend, on s'approche un peu plus de la réalité. Et au final, c'est ce qu'on va faire. On va bouger tous les paramètres un petit peu dans le bon sens, et ensuite on recommence. On revalide, on recalcule une loss function pour voir si on est un peu plus proche de la réalité. On redérive cette loss function, on obtient une liste de paramètres à changer, on les change, on recommence des milliers de fois pour à la fin obtenir un modèle qui est au final une énorme fonction mathématique qui, en entrée, prend ce qu'on veut, enfin, ce avec quoi on l'a entraîné, et en sortie, ce qu'on attend de lui en résultat. Donc les chances qu'une pièce tombe pile ou face, etc., etc. Ça, c'est pour les modèles de deep learning de manière générale. Maintenant, Stable Diffusion, comment on a fait? Le problème de Stable Diffusion, c'est que ça fonctionne avec des images, donc on ne peut pas simplement lui rentrer un gros tableau Excel et c'est bon, ça fonctionne. L'idée, c'est que une image, ça reste une matrice de pixels. Les pixels, ça reste juste des couleurs, donc, en RGB globalement. Donc on va pouvoir encoder chacun des pixels d'une image sous forme de nombre. Donc déjà, là maintenant, on a nos images sous forme de nombre, on est bon. Par contre, comment est-ce qu'on va faire en sorte d'arriver à générer des images? Parce que le problème du modèle génératif, c'est que c'est assez compliqué de lui dire qu'il a raison ou pas, vu qu'on va lui demander derrière de générer quelque chose et il saura pas... On ne pourra pas vraiment arriver à l'entraîner sur oui, t'as raison, oui, t'as pas raison, parce que c'est très subjectif. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner par diffusion. Les modèles par diffusion fonctionnent comme le schéma l'indique, c'est-à-dire qu'on va rajouter du bruit sur des images. Donc du bruit, c'est des pixels aléatoires, globalement. Et ensuite, on va entraîner un modèle à détecter ce bruit, c'est-à-dire essayer d'imaginer à quoi ressemblait l'image sans ce bruit. Donc, essayer de voir quel bruit a été ajouté pour ensuite le supprimer. Et ensuite, on va ajouter de plus en plus de bruit et l'entraîner à de mieux en mieux le détecter. Une fois que ça c'est fait, et évidemment avec des milliers d'images, on va se retrouver avec un modèle qui sait parfaitement retirer le bruit d'une image. Et c'est là où c'est important, pas le bruit de n'importe quelle image. Là par exemple, si on suit exactement ce processus, il saura retirer le bruit d'une image de plage. Et uniquement de plage. Ce qui fait que quand on va lui donner un bruit aléatoire complet, c'est-à-dire une image avec rien de vrai dessus, juste du bruit, et on va lui dire, ça en fait, c'est une plage. Retire le bruit. Et en fait, malgré lui, à force de retirer le bruit, il va se retrouver à générer de lui-même une image de plage. Et ensuite, là par exemple, ça marche que pour les images de plage, mais du coup, on va varier énormément les images, pour l'entraîner avec de plus en plus de choses, et pour le dire, par exemple, là ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on a généré notre landscape, on lui a dit, voilà une image aléatoire, et en fait, sous tout ce bruit, il y a un landscape avec des montagnes, enfin avec des collines, des forêts, et en fait, de lui-même, en croyant retirer le bruit de ce qui est cette image-là, il va générer l'image de lui-même. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, le modèle lui-même. Voilà. Dernière notion importante avant de passer au pipeline général, c'est la notion d'espace latent. L'espace latent, ça sert à quoi? C'est parce que une image par exemple de 512 par 512, comme on a vu là, c'est une quantité gigantesque de pixels, parce que derrière il faut encoder chaque couleur, il faut encoder potentiellement l'alpha, etc. C'est super lourd. Donc ça prend énormément de temps et surtout beaucoup de mémoire vidéo, parce que tous ces nombres-là vont devoir se retrouver dans la VRAM de votre GPU à un moment. Donc il va falloir trouver un moyen de faire ces entraînements sans consommer toutes les ressources de la Terre. Et c'est là qu'intervient l'espace latent. On va compresser chacune de nos images avant l'entraînement,
pour en faire des images du coup compressées, des réinterprétations numériques dans un espace latent. Alors espace latent c'est un nom bizarre mais c'est simplement un espace, c'est un espace matriciel dans lequel on va pouvoir stocker nos images beaucoup plus petites. Je crois qu'on les divise par quelque chose comme 760 en termes de poids général. Et à partir de là, on va pouvoir faire notre entraînement dans cet espace. Donc tout notre modèle va être entraîné là-dessus. Et ensuite, quand il s'agira de générer des vraies images, on aura juste à décompresser ce qui a été sorti par le modèle et en faire une vraie image. Le pipeline complet il ressemble à ça. Alors ça fait un peu peur, mais globalement c'est pas très compliqué, surtout qu'on a découpé les parties les plus importantes juste avant. On commence avec un prompt, un chien avec un chapeau. Ce prompt-là va être analysé par un modèle CLIP. C'est un modèle de langage qui arrive à interpréter ce que vous lui donnez comme info pour en faire ce qu'on appelle un embedding, donc une version, disons, vectorisée sous forme de nombre des mots-clés que vous avez pu formuler là-dedans. Pour ceux que ça intéresse, on pourra en discuter un peu plus longtemps, mais pour l'instant, imaginez simplement que notre phrase est convertie sous forme de vecteur pour ensuite pouvoir parler correctement avec le modèle de Stable Diffusion. Une fois qu'on a notre super vecteur, on va générer un bruit aléatoire dans l'espace latent, et ensuite on va demander donc le UNet, c'est Stable Diffusion globalement. Enfin, c'est aussi la partie scheduler, mais imaginez simplement la partie jaune, c'est Stable Diffusion, et on va lui dire voilà mon image bruitée, et en fait c'est un chien avec un chapeau. Donc évidemment pour ça on lui explique grâce à ce vecteur. Et lui, il va faire une première itération, il va essayer de retirer le bruit pour essayer de trouver le chien avec un chapeau qu'il y a sous ce bruit. Et on recommence. Et on recommence, et on recommence. Un certain nombre d'itérations, les itérations qu'on avait vues dans InvokeAI, on va lui dire retire du bruit, en lui rappelant à chaque fois que sous ce bruit, il y a un chien avec un chapeau. Et à la fin, une fois notre nombre d'itérations atteint, on va sortir de là et on va décompresser notre image. Et c'est là aussi où c'est important. La décompression se fait par un VAE. Donc on a déjà vu ce terme dans l'IHM d'InvokeAI. Le VAE, c'est lui qui va se charger de décompresser l'image. Parce qu'en fait, ça, c'est pas juste une image très pixelisée. C'est un ensemble de... Comment dire ? On va dire que c'est sous forme de notions. C'est-à-dire que c'est des instructions pour peindre l'image finale. Mais derrière, celui qui peint réellement l'image, c'est le VAE. Et donc si le VAE, qui est aussi un modèle, ne sait pas faire ça correctement, on peut se retrouver avec des problèmes d'affichage. C'est notamment à cause du VAE que les premières versions de Stable Diffusion se retrouvent avec 3 bras pour les humains, 6 doigts, un œil qui regarde dans un endroit pas possible, etc. Parce que le VAE ne sait pas suffisamment reproduire des visages humains, etc. Et on se retrouve avec notre image en output d'un chien avec un chapeau. Voilà à peu près pour le fonctionnement. Dernière partie que je voulais mentionner, c'est la partie sur SDXL, que j'ai évoqué au début, puisque Stable Diffusion de base a pas mal de problèmes de précision, enfin que je mentionnais tout à l'heure. L'idée de SDXL, c'est de revoir ça suffisamment pour arriver à concurrencer les IA plus propriétaires. Elle est sortie en juin 2023, et globalement ce qui change, c'est que une espèce de règle générale, on va dire, pour un modèle de deep learning, c'est que plus on va lui demander de savoir faire des choses vastes, moins il sera bon pour le faire. Et donc l'idée, c'est, au lieu d'utiliser une seule IA, d'en utiliser 2. On va avoir la partie base, qui va générer la composition générale de l'image, donc ce qu'il y aura au premier plan, second plan, arrière-plan, les couleurs, un petit peu l'éclairage, etc., mais sans vraiment de détails. Et ensuite, elle va passer cette première image à un refiner qui, lui, est spécialisé uniquement dans l'ajout de détails. Il ne sait pas composer une image, par contre, il fait très bien les yeux, il fait très bien les mains, il fait très bien les arbres, etc. Il va rajouter tous ces petits détails-là pour qu'à la fin, ce soit décodé de la même manière et que ça sorte. Ça a été entraîné avec des images plus grandes. Ça a été la partie aussi interprétation du texte a été aussi améliorée. Et à la fin, ça donne une version bien meilleure. Pour vous donner une idée, alors là pour le coup, c'est pas moi qui les ai générés, je les ai honteusement piqués d'un post Reddit de quelqu'un qui a fait le test. Au-dessus, vous avez le prompt qui a été utilisé. Et ici, vous avez l'image qui a été générée par Stable Diffusion V1. Donc là, par exemple, on cherche un portrait rapproché d'une servante, des lucioles
une couronne de fleurs sur la tête, des yeux bleus et sous forme de peinture. Donc là, c'est à peu près respecté, mais par exemple, ça fait pas vraiment peinture, ça fait plutôt dessin, voire CGI. C'est pas hyper précis. L'image est bien, mais c'est tout. Maintenant, si on regarde ce qu'a généré SDXL, on est beaucoup plus proche d'une peinture. Donc généralement, c'est beaucoup plus respecté. On a des débuts de Luciole, même si évidemment, c'est pas idéal. Ah oui, et dernière précision, ça c'est SDXL de base. C'est pas un modèle surentraîné pour faire des peintures, etc. Alors que ça, c'est un modèle entraîné pour faire des peintures ou des dessins d'humains, etc. Donc c'est, on a quand même une grosse amélioration dans la précision. De la même manière, on va demander un paysage dans un style ukiyo. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le style qu'on peut voir, qu'on associe, on va dire, aux estampes japonaises avec la grande vague de Kanagawa, etc. Enfin, c'est ce genre-là. Donc là, déjà, de base, le style n'est pas très respecté. Ça fait plus image de manga ou autre. Si on regarde ce qu'a généré, par contre, SDXL, là, on est vraiment sur... Enfin, c'est entièrement respecté, c'est nickel. Donc là encore, c'est une grande amélioration. Pareil pour les visages et les proportions des gens. Là, par exemple, leur éditeur a demandé une image de Margot Robbie et Keanu Reeves, et a pas vraiment précisé grand-chose d'autre. Il a simplement demandé Margot Robbie et Keanu Reeves. Ici, on voit que bon, le visage, là, le nez, la bouche, c'est un peu bizarre. Le nez là de Keanu Reeves, on a l'impression qu'il s'est pris un pain. C'est pas terrible. Par contre, si on regarde ce qu'a généré SDXL, alors on voit que ça ressemble un peu moins à Keanu Reeves, parce qu'il n'a pas été entraîné avec des images directement de Keanu Reeves, mais au global, les proportions sont beaucoup plus respectées. Là, alors bon, il a un peu triché, il a rajouté des lunettes de soleil. Mais en termes de visage, bouche, cheveux, même l'éclairage derrière, tout est nickel. Et dernière chose que je voulais montrer, c'était aussi la partie texte. Parce que SDXL a beaucoup de mal, SD 1.5 a beaucoup de mal avec les textes. Parce que vu qu'il ne sait pas exactement ce qu'il affiche, il se contente de retirer du bruit, c'est assez compliqué de lui faire générer du texte qui a un sens et avec des lettres bien faites, etc. Là, par exemple, on a un robot qui est censé dire I like stable diffusion. On voit vaguement le highlight, il a réussi le D, ensuite c'est foiré, il a rajouté des trucs qu'on lui a pas demandé, etc. C'est pas terrible. Par contre, SDXL a réussi à écrire correctement stable. Alors il a oublié le stable diffusion ici, mais il a le I like diffusion correctement mis, des lignes bien droites, etc. Là aussi, ça reste une amélioration conséquente. Je pourrais vous en montrer des dizaines, mais bon, du coup, j'en ai pris que 4. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut attendre des prochaines versions. Que dès maintenant, il y a déjà des gens qui commencent à surentraîner SDXL pour la spécialiser et donc obtenir des trucs encore plus performants. Voilà, je sais pas exactement combien de temps j'ai pris, en fait, j'ai pas vraiment surveillé mon temps. Je pense que j'ai été assez rapide, pas tant que ça en fait. Donc il nous reste à peu près 11 minutes, donc si des gens ont des questions, ou si vous voulez qu'on régénère des conneries sur Invoke AI, allez-y. Alors c'est vrai que j'ai mentionné que les gens chez AMD étaient moins bien lotis, etc. Mais effectivement, c'était sur Mac, c'est encore pire. Je sais qu'il y a des trucs en développement, d'autant plus parce que Mac est mine de rien pour pas mal de choses plus proches d'un Linux que d'un Windows. Mais en fait, je me suis pas vraiment renseigné. Je sais que ça existe, mais je sais pas en termes de performance et de compatibilité et surtout de galère à installer. Est-ce que tu peux le gérer directement ou est-ce que tu vas le voir un petit peu bidouiller? Je pourrais regarder après. Mais là, actuellement, je sais pas. Oui. Actuellement, alors SDXL non plus, je crois. Le modèle clip qui a été entraîné fait que de l'anglais. Globalement, on pourrait pas, par exemple, juste remplacer le clip par ChatGPT, qui lui gère le français. Parce qu'en fait, le clip, c'est pas que un modèle de langage, c'est aussi un modèle de langage qui connaît les images. C'est-à-dire qu'en fait, il va plutôt convertir ce que tu lui dis en l'idée sur une image que ça pourrait représenter. Donc on peut pas simplement le demander à ChatGPT ou autre. Donc pour l'instant en tout cas c'est du français, de l'anglais pardon. Mais après rien ne t'empêche, c'est-à-dire que le clip dans le pipeline là, via notamment cette partie-là avec les nœuds et tout machin, tu peux le remplacer par ce que tu veux. Donc rien ne t'empêche de réentraîner un clip toi-même avec du français. Bon il faut se motiver hein, mais mais tu peux, voilà. Ouais.
Les versions en ligne pour tester évidemment peuvent être payantes parce que derrière c'est leur carte graphique que tu exploites. Mais oui, là c'est entièrement gratos, c'est open source, c'est sur GitHub, c'est disponible. Oui. Ouais. Alors pour la génération de vidéos, en fait c'est tout simple, c'est que typiquement il y a des plugins, notamment un pour les HM A111 qui s'appelle Text to Video, et il y a une autre version qui s'appelle Video to Video, où Text to Video, littéralement tu vas lui décrire ce qui se passe dans la vidéo, et il va essayer de la générer. Alors, pour l'instant, pas trop ça. C'est magnifique, hein. Je pourrais essayer de vous en trouver une comme ça. C'est magnifique à regarder, parce que c'est un truc qui évolue complètement, c'est psychédélique de fou, mais ça respecte pas trop le devoir que tu lui donnes. Par contre, et là où c'est impressionnant, c'est le vidéo to vidéo. Tu lui donnes l'image, par exemple, genre de toi qui danse. Et tu lui dis, tu veux un spartiate qui danse. Et là, en fait, en se calant sur tes proportions, sur ta posture et tout machin, ça lui donne un guide suffisant pour obtenir des trucs très convaincants d'un spartiate qui danse. Il y aura toujours des variations, des variations de couleur de peau pour 3 frames, etc. Voilà. Mais ça reste déjà un peu plus convaincant que simplement lui donner juste un bout de texte et espérer qu'il génère quelque chose. Je vais essayer d'en trouver une. Je vais essayer d'en trouver une pendant qu'on discute. Ah oui, non, c'est parce que je suis en plein écran, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. L'idée là, alors ça va dépendre du coup des IHM. C'est à quel point. Quoi? Ah oui, pardon. Est-ce que c'est simple de mettre à jour les différentes versions? Est-ce que c'est simple de rajouter des modèles? Oui. Surtout sur InvokeAI, où en fait, tu as juste à aller sur CivitAI, récupérer l'image, récupérer l'URL du modèle, tu lances la configuration d'InvokeAI, tu lui rajoutes ça, il le télécharge automatiquement, il l'inclut, et ensuite tu peux l'utiliser directement. C'est moins le cas avec d'autres IHM, où c'est un peu plus démerde-toi, on va pas tout faire tout seul. Mais dans le cas d'InvokeAI, c'est aussi simple que ça, vraiment. Je vais arriver à trouver quelque chose, on ne sait pas. Non, parce qu'évidemment, ça va être des gens qui... Non, c'est des youtubeurs qui expliquent comment le faire, mais il n'y a pas de démo. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais. Ouais. Alors, il y a deux choses. Oui, pardon. J'oublie à chaque fois. En gros, est-ce qu'on peut utiliser deux modèles à la fois pour générer précisément deux choses? Alors déjà, les IA sont pas spécialisées à ce point-là. C'est-à-dire qu'une IA qui sait très bien générer des gens ne va pas être incapable de générer quoi que ce soit d'autre. Donc de base, une IA qui sait très bien générer des gens pourra aussi faire des paysages, peut-être un peu moins, mais peut-être suffisamment pour toi. Et sinon, oui, tu peux merger des modèles. Alors, typiquement pas sur InvokeAI, mais par exemple, A111 permet de le faire assez facilement. Tu prends deux modèles. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur, je ne saurais pas te dire, mais tu les merges littéralement pour en avoir un seul. Et derrière, tu vas avoir un truc qui sait faire deux choses précises. Par contre, il sera toujours un peu mauvais dans le reste. Et dernière chose quand même, en fait, à partir du moment où tu en fais un seul modèle, il va devenir bon dans les deux. Il sera peut-être un peu meilleur qu'un modèle de base, mais de base, si tu as un seul modèle, il va devenir moins bon dans les deux que si tu avais deux modèles à la fois, de toute façon. Oui. On peut interagir programmatique, c'est-à-dire hors U, avec, est-ce que ça a une API avec laquelle on peut avec du code en ligne? Encore une fois, ça dépend des IHM, mais InvokeAI, par exemple, fournit une interface, enfin une CLI, pour qu'on puisse scripter des générations, etc. Et sinon, après, tu peux aussi scripter l'utilisation de Stable Diffusion elle-même, parce qu'au final, les IHM, c'est simplement de l'automatisation d'appel au modèle. Et tu peux aussi faire ça directement autour. Ok.
Et bien s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention. Et au revoir.